Ok, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des géants du web. Et tout d'abord, je vais justifier pourquoi je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux géants du web. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous intéressez probablement aux techno Google, donc je vais prêcher des convertis, mais quand même, je vais me prêter à l'exercice. La première raison pour laquelle je pense que c'est utile de se pencher sur ce que font les géants du web, c'est le fait que nous vivions ce qu'on pourrait appeler la deuxième vague Internet. Elle a commencé il y a à peu près 3-4 ans. La première date du début des années 2000. Au début des années 2000, c'est la première fois où des business models qui utilisaient Internet ont commencé à apparaître. Donc c'est, pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez, il y avait plein de boîtes qui ont complètement disparu depuis. Et puis il y en avait quelques-unes qui restent là, style Amazon, Facebook. Et cette deuxième vague Internet, celle que nous connaissons actuellement, elle est à la fois plus large et plus profonde que la première. En 2000, quand vous étiez connecté à Internet, vous étiez un privilégié parce qu'il y avait à peu près 20% des foyers français qui étaient connectés à Internet. Aujourd'hui, on estime qu'on a dépassé 80% des foyers français. Quand vous étiez connecté à Internet dans les années 2000, très souvent, vous aviez un seul PC à la maison et vous étiez obligé de jouer des coudes avec votre petit frère ou votre petite sœur pour pouvoir accéder à ce PC. Aujourd'hui, tout le monde a son propre terminal. Quand vous étiez connecté à Internet, c'était par un modem RTC. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du bruit que ça faisait. Je ne vais pas essayer de vous l'imiter, ce serait un peu risqué. Aujourd'hui, quand vous êtes connecté à Internet, vous êtes connecté en haut débit. Et enfin, c'était avec un poste fixe que vous étiez connecté à Internet, et aujourd'hui, vous êtes connecté avec un smartphone. Donc aujourd'hui, la deuxième vague Internet est beaucoup plus profonde parce que tout le temps est connecté partout, tout le monde est connecté partout, tout le temps et pour tout type d'usage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces usages connectés, ils ont un déversoir. Et ce déversoir, c'est le site d'information de toutes les entreprises. Celui des géants du web, évidemment, mais aussi celui des banques, des assurances, des opérateurs telco, des acteurs qui se créent aujourd'hui. Et en fait, le niveau de sollicitation qu'entraîne cette masse d'usages fait qu'à peu près n'importe quelle entreprise aujourd'hui, sauf si c'est le boucher du coin, et encore ça se discute, n'importe quelle entreprise commence à être soumise à un niveau de sollicitation qui est proche de celui des géants du web. Et les géants du web ont montré comment on gérait ce niveau de sollicitation. Donc c'est le premier argument pour dire ça peut être intéressant de se pencher sur ce qu'ont fait les géants du web. Alors, l'usage des personnes, c'est la première vague, puis on va connaître quelque chose avec un ordre de magnitude supplémentaire qui est l'apparition de l'Internet des objets. Donc ce n'est pas seulement nous qui serons connectés partout, tout le temps et pour tout type d'usage, ce sera chaque élément de notre environnement. Alors il y a une image qui commence à vieillir un petit peu, mais je trouve qu'il reste assez représentative de la vitesse à laquelle nos usages évoluent. Alors là, vous avez l'élection du pape Benoît XVI en 2008. Et là, vous voyez l'élection du pape François Ier en 2013. Je trouve que c'est très frappant parce qu'on matérialise très bien à quelle vitesse en fait nos habitudes sont en train de changer. Il y a une deuxième raison pour laquelle s'intéresser aux géants du web peut être utile. Cette raison, c'est que... Alors pourquoi vous avez un pont sur ce slide ? Parce qu'en fait, pendant longtemps, ce qu'on a demandé à l'informatique, c'était de résoudre des problèmes connus et même d'informatiser des processus qui existaient dans la vraie vie. On avait fait de la logistique pendant des dizaines, voire des centaines d'années, on a fait des systèmes logistiques informatisés. On a fait de la compta pendant très longtemps, on a fait des systèmes comptables informatisés. Et puis il y a eu une rupture, justement, précisément avec l'arrivée d'Internet, qui est que ce qu'on a demandé à l'informatique, ce n'est pas d'informatiser des choses qu'on avait déjà faites, c'est d'inventer des processus, de faire des choses complètement nouvelles. Et en fait, dans la période précédente, les méthodes qu'on a utilisées en informatique, c'est des méthodes qu'on a dupliquées du génie civil. Et ça se voit dans le langage qu'on utilise. Alors on parle de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Alors c'est très net en France en plus parce qu'on a cette tradition de corps de métier. Donc maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, architecture, socle, fondation, urbanisation. Et ça, c'est des méthodes qui sont super quand le futur est déterministe, quand on a une idée très précise du résultat auquel on veut arriver.
Et ce qui a changé, le point de bascule avec Internet, hein, c'est que ce qu'on cherche à faire, en fait, on ne sait plus très exactement en quoi ça consiste. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est dépendant d'un contexte qui évolue très vite. C'est des choses, très souvent, que personne n'a jamais fait auparavant. Donc on ne sait pas, on explore, on teste des choses. Et en fait, les géants du web sont venus avec des méthodes de travail, des façons d'appréhender les sujets complètement nouvelles, radicalement différentes, et qui exploitent finalement la nouveauté de la matière qu'on manipule, qui est de l'informatique qui sert à inventer. Et en fait, il y a une phrase, moi, qui m'a un peu marqué. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Jack Welch. Jack Welch, c'est un PDG de General Electric, qui est reconnu comme étant un des grands PDG, un des grands chefs d'entreprise de la fin du XXe siècle. Il avait cette citation: si le rythme du changement à l'extérieur est supérieur au rythme du changement à l'intérieur, la fin est proche. Et ça, c'est un sujet auquel sont confrontées à peu près toutes les entreprises aujourd'hui. Le rythme s'accélère. Et finalement, les gens qui fixent le rythme, c'est un peu les gens du web quand même. Donc du coup, si on a envie de rester connecté à ce rythme de changement qui détermine finalement notre survie, il faut s'intéresser à ce que font les géants du web. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petites pratiques. Il se trouve qu'il y a quelques années, on a écrit un bouquin qui s'appelle « Les géants du web » où on a détaillé 21 pratiques, je crois. Si vous voulez qu'on devienne riche, vous pouvez acheter le bouquin. Puis si vous n'avez pas envie de nous enrichir, vous pouvez aussi le downloader sur Internet gratuitement à l'adresse lesgéantsduweb.com, enfin géantsduweb.com. Voilà, donc, et j'ai un petit concours avec un copain sur celui qui attirera le plus de downloads en conférence, donc je compte sincèrement sur vous, évidemment. Alors, qui sont ces géants du web? Alors, ce qui est fascinant, c'est que la plupart de ces boîtes, à part une ou deux, n'existaient pas il y a 20 ans. Et pourtant, ces géants du web sont désormais universellement connus. Ce sont des marques qui évoquent quelque chose chez tout le monde. Alors, c'est Amazon, Twitter, Yahoo, eBay, Facebook, Google, Dropbox, Netflix. Et puis, en fait, il y en a deux dont personne ne parlait quand on a commencé à parler des géants du web, nous, suite à notre bouquin, il y a 3 ans, Uber et Airbnb. Personne ne connaissait ces noms-là en France, et maintenant, c'est une évidence pour tout le monde. Je devais même expliquer ce que Netflix faisait les premières fois où je jouais les conférences. Donc les géants du web, ils ont cette caractéristique d'être connus de tout le monde, d'être des modèles pour tout le monde. Et puis, ce qui fait que ce sont des géants, c'est qu'ils sont soumis à un niveau de sollicitation sur le réseau Internet qui va bien au-delà de ce que les boîtes traditionnelles ont l'habitude d'encaisser. Alors, pour vous donner une idée, pour toutes ces entreprises, on est entre 100 millions et 500 millions d'utilisateurs, à peu près. On est de 50 000 à plus d'1 million de serveurs. Alors, il y a des estimations du nombre de serveurs détenus par Google qui serait supérieur au million, mais c'est un chiffre ultra secret. Je crois qu'il y a des gens de Google ici, présents. Non? Aucun? Personne ne veut lâcher des sources? Bon, ok. Donc, allez cuisiner les gens de Google pour savoir exactement combien de serveurs ils ont. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont des géants par l'usage, par l'infrastructure qu'ils opèrent, mais pas spécialement par la taille économique. C'est-à-dire quand on regarde le chiffre d'affaires d'un très gros acteur comme Google, enfin d'un très gros géant du web comme Google, franchement, on le met dans le CAC 40, c'est pas dans le top des boîtes du CAC 40, quoi. C'est un milieu de classement en termes de chiffre d'affaires. Pas en termes de capitalisation boursière, quand même, il faut distinguer les deux, et pas en termes de rentabilité. Mais donc, ce n'est pas des boîtes qui sont impressionnantes par leur taille, ce sont des boîtes qui sont impressionnantes par ce qu'elles font. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur les pratiques de ces acteurs du web. On va commencer par un sujet assez polémique, qui est... alors, j'ai 3 thèmes: plus gros, plus vite, plus efficace, et puis quelques pratiques dans chacun des thèmes. Donc, plus gros, le premier, c'est build versus buy. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous faites du conseil ou des interventions ou du dev chez des acteurs traditionnels. Dans la plupart des boîtes, il y a les 10 règles, les 10 commandements de l'architecture, typiquement. Et puis, dans les 2 premiers commandements, il y a ce principe qui est: on va faire du progiciel chaque fois que c'est possible, et c'est seulement s'il n'y a aucun progiciel qui existe qu'on va faire du développement spécifique. Or, les géants du web font à peu près le contraire, c'est-à-dire ils ne font du progiciel que quand ils ont vraiment considéré que c'est la dernière option
qu'il faut étudier. Et ils font beaucoup d'open source et même beaucoup de développement spécifique. Donc ils font le contraire de ce que font la plupart des acteurs. Alors il y a un outil qu'on utilise, nous, beaucoup en conseil, qu'on appelle la pyramide des enjeux stratégiques. Elle distingue 3 grands niveaux qui sont les choses que toutes les entreprises font, donc chaque entreprise au monde a besoin d'avoir sa compta, les choses que toutes les entreprises d'un même secteur font, chaque banque a besoin d'avoir son moteur de risque, par exemple, et puis les choses qui sont propres à l'entreprise, donc les différenciateurs, les choses qui font que cette entreprise a du sens sur son marché, sinon elle serait copiée ou dépassée par tout le monde. Et donc, en fait, à ces différents niveaux, on peut associer des stratégies de fabrication. Donc, plus on va aller vers du commun, plus on va faire du SaaS, typiquement. Donc, je vais louer du logiciel en ligne, un logiciel de compta, un logiciel de RH. Si ça commence à être propre à mon métier, mais que je ne me différencie pas par ce type de sujet, bah là, peut-être que c'est du progiciel que je vais mettre chez moi. Et puis, si c'est quelque chose de très différenciant, bah là, je vais mettre les moyens et je vais faire en sorte que ce soit fait aux petits oignons et que ça me donne un avantage compétitif. Et je vais le faire en spécifique. Et finalement, les géants du web, leur business model, c'est justement le SI, c'est la matière informatique. Donc, ce serait logique qu'ils se trouvent là, c'est-à-dire qu'ils travaillent, l'informatique étant différenciant, c'est normal qu'ils fassent la façon. Ce qui est intéressant, c'est quand on pousse un cran plus loin cette analyse, parce que ça déterre d'autres choses. La première chose, c'est que quand on fait du progiciel, ça coûte de l'argent. Alors, en fait, les progiciels sont facturés encore beaucoup à l'utilisateur, aux microprocesseurs, aux machines, enfin, des unités d'heure. Quand on est Facebook et qu'on a plusieurs centaines de milliers de serveurs, s'il fallait installer Oracle sur chaque nœud, eh bien, on a vite fait de mettre par terre le modèle économique de l'entreprise. Ça, ce n'est pas un élément très structurant, parce que si Oracle voulait absolument rentrer sur chaque nœud de Facebook, bah, probablement qu'ils arriveraient à trouver un terrain de négociation, à le faire à 2-3 euros, et puis chacun gagnerait encore de l'argent. Donc ça, c'est un argument, mais ce n'est pas un argument complètement fondamental. Il y en a un autre qui est un peu plus profond. Un progiciel, by design, c'est quelque chose qui est fait pour gérer tous les besoins que vous avez et tous les besoins des gens qui vous ressemblent. Le principe même d'un progiciel, c'est la mutualisation. Et en fait, cette mutualisation, elle a un coût. Elle a un coût notamment un petit peu au design, mais elle a surtout un coût à l'exécution. C'est-à-dire que vous n'avez pas commencé à rendre le moins de service à l'utilisateur final, que vous avez fait 50 boucles conditionnelles pour savoir si vous êtes bien dans tel cas, si machin a bien payé la licence, si, etc., etc. Le modèle de données est fait pour être générique. Donc, et vous savez que si vous voulez de la perf, il faut un modèle de données le plus à plat possible, alors qu'un progiciel, c'est un modèle de données le plus normalisé possible. Et donc, du coup, quand on est dans l'univers des géants du web, où souvent on perd des transactions parce qu'on a perdu de la réactivité à hauteur d'un clignement d'yeux, c'est comme ça qu'on calcule les temps de réponse sur le web. Et bien, quand on est dans cette situation-là, le coût en performance de la généricité du progiciel est inacceptable. Donc il y a beaucoup de gens qui se détournent des progiciels parce que ce n'est pas assez performant. Et c'est plus le propre des géants du web. Enfin, nous, on a fait 2-3 tests dans le domaine bancaire, dans l'assurance, dont un audit sur les progiciels du domaine assurantiel par rapport à des projections d'un nombre d'utilisateurs tels qu'on a besoin de servir aujourd'hui. Il y avait il y avait aucune des solutions qu'on a testées qui était capable d'encaisser cette charge. Donc voilà, il y a un vrai enjeu assez structurant sur ce type de progiciel. L'autre point, c'est que vous êtes un peu dépendant de la roadmap de l'éditeur. Or, quand votre actif informatique est stratégique, vous ne pouvez pas en fait donner les clés à quelqu'un et être dépendant de ce que va faire cette personne. Autre argument, c'est que en fait, c'est un peu lent de mettre en place un progiciel. L'exécution est lente, on l'a vu, mais aussi c'est lent dans le process, parce qu'il faut sélectionner tous les progiciels. Ça dépend des éditeurs auxquels vous avez affaire, mais il y a quand même un jeu un petit peu de dupe qui a lieu, qui est non mais attends, ça va être présent dans la prochaine version, mais on ne sait pas trop, mais quand même. Et puis donc si tu achètes la prochaine version, tu pourras la déployer dans 3 mois. Je la déploie dans 3 mois, mais je n'ai pas tout à fait ce que je veux. Et puis après, il y a les négociations juridiques, les négociations achats.
Bref, si vous voulez mettre en production un logiciel un peu sérieux, il y a peu de chances que vous en sortiez à moins d'1 an, et on voit typiquement des choses qui durent 2 ou 3 ans, complètement inadaptées au cycle de vie dont on a besoin aujourd'hui. En fait, le dernier point, et là, ce point-là va changer, mais c'est encore le cas aujourd'hui, les logiciels sont conçus pour fonctionner avec une base de données unique, donc un point de contention central. Or, ce sont des architectures qui ne sont pas scalables. Du coup, c'est des architectures qui sont fondamentalement inadaptées à de la haute performance. Ça va être amené à changer, mais ça veut dire qu'il faut soit construire des nouveaux logiciels, soit refonder un existant, ce qui est quelque chose d'éminemment lourd. Donc voilà, première différence entre la façon de travailler des géants du web et la façon de travailler des entreprises traditionnelles, le rapport par rapport à la fabrication ou à l'achat de logiciels. Deuxième point, le commodity hardware. Alors en fait, il y a deux stratégies qui s'affrontent, soit prendre des très grosses machines, des très grosses armoires et mettre beaucoup de services, beaucoup d'applications sur ces très grosses armoires, soit prendre une infinité de petites clames, de petits serveurs banalisés. Alors c'est de moins en moins vrai chez les gens du web parce qu'ils tunent au maximum leur matériel, donc c'est de moins en moins des serveurs de grande consommation. Mais voilà, avoir soit des très grosses machines, une ou deux, soit avoir une infinité de petites machines très, très standards sur lesquelles on va distribuer les traitements. Et en fait, les géants du web, qui sont des gens qui mesurent tout, eh ben, ils ont mesuré finalement le coût à la transaction dans les deux scénarios. Ils se sont rendus compte que quand on utilisait une architecture de type mainframe, donc des très gros serveurs, on avait un coût à la transaction qui était à minima 3 fois plus cher que quand on utilisait des petites machines. Donc le commodity hardware est venu d'une constatation qui était que small is cheaper, donc le petit est moins cher, mais que ça change des choses profondes et que ça oblige à innover. Les choses profondes que ça change, le premier point, c'est l'automatisation. Si vous avez quelques très gros serveurs, moins de 10, et que vous devez les exploiter, c'est facile, vous le faites à la main, vous avez des procédures manuelles pour exploiter ces machines, et ça se passe très bien. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises que l'on connaît. Quand vous avez des dizaines, voire des centaines de milliers de serveurs, à la main, c'est plus possible. Donc vous êtes obligé d'automatiser de façon très, très intense votre production. Et ça a eu des effets extrêmement bénéfiques, parce que c'est ça qui a emmené les géants du web sur la voie de l'automatisation et du continuous deployment. C'est probablement le déclencheur qui les a mis dans la contrainte d'explorer les technologies DevOps. Puis il y a une autre raison qui est, et on va parler du théorème de Cap. Est-ce que tout le monde connaît le théorème de Cap? Personne ne connaît le théorème de Cap? Si, il y en a quelques-uns. Mais vous n'osez pas, vous êtes timide? Ouais. Allez. Je vais vous expliquer le théorème de Cap. Alors, je vais vous le faire. J'ai mis 2 ans à comprendre, donc si vous comprenez en 5 minutes, ça va me vexer un peu, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer. Le théorème de Cap, qui est un vrai théorème mathématique démontré, donc, et ça s'appelle aussi théorème de Brouwer du nom de la personne qui l'a démontré. Cap, ça vient des 3 angles du triangle, CAP. Ce que dit le théorème de Cap, c'est qu'on ne peut maintenir que 2 des 3 propriétés dans un système distribué. On ne peut pas avoir les 3. Et ces 3 propriétés, ce sont celles-ci: consistency, cohérence, availability, disponibilité, et partition tolerance, donc le fait que le système continue à fonctionner quand il y a une partition, c'est-à-dire quand 2 serveurs n'arrivent pas à discuter ensemble. Et en fait, traditionnellement, on fait de la base de données relationnelle, et on est là, et ça se passe très bien. Donc on est capable d'avoir de l'acide, enfin on est même entre availability et consistency. Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. C'est l'univers des SGBDR, on n'a jamais eu à se poser de questions existentielles quand on avait une seule base de données. Là où ça se complique, c'est que quand on est un géant du web, les données qu'on a ne tiennent pas sur un seul serveur. On est obligé de les distribuer sur n serveurs, un grand nombre de serveurs. Et là, le P commence à avoir de l'importance. C'est-à-dire comment je garantis que mon système fonctionne quand mes serveurs ne sont plus capables de travailler ensemble. Et quand on a 2 serveurs, garantir que les 2 communiquent, c'est facile. Quand on en a 10, 20, 100, ça devient impossible. Donc vous êtes obligé d'assumer le fait qu'il puisse y avoir des partitions entre les serveurs, qu'ils ne pourront pas communiquer. Et en fait, availability, c'est ça qui vous rapporte de l'argent. Là,
c'est la contrainte que vous avez parce que vous avez un système qui est distribué. Donc là, le point sur lequel vous allez faire le trade-off, c'est le consistency. Vous allez accepter que votre donnée n'est pas cohérente pour pouvoir privilégier le A et le P. Et c'est la base du fonctionnement de toutes les bases NoSQL, globalement. Quand vous faites du NoSQL, vous êtes en train de dire « je vais privilégier le A et le P versus le consistency ». Et comment ça se manifeste? Eh bien, quand vous passez une commande chez Amazon, vous cliquez sur « Commander », ce n'est pas enregistré en un exemplaire dans un système SGBD. La commande est dupliquée plusieurs fois, de l'ordre de 5 fois, le plus vite possible. Et quand on oublie l'enjeu de la cohérence, on peut faire des choses extrêmement rapides. Donc on les stocke 5 fois dans 5 serveurs différents le plus rapidement possible. Puis au bout d'un moment, quand on a le temps, quand la période de chauffe de solde est passée, et ça va être de l'ordre de la dizaine de secondes, on va prendre toutes les copies qu'on a faites de cette même commande, on va les comparer, et on va partir du principe, qui est quand même pas absurde, que s'il y a 3 copies qui sont absolument identiques, alors c'est bien la commande qui devait être passée. Et on n'a pas besoin d'avoir assuré la cohérence complète de l'information qu'on a stockée. Donc voilà, ce théorème de Cap est à la base de la conception de l'architecture de pas mal de systèmes d'information chez les géants du web. Et vous voyez comme quoi la distribution du nombre de serveurs dont ils avaient besoin pour stocker les données les a conduits à innover sur la technologie. Et c'est quelque chose d'assez intéressant qui est... Il n'y a pas d'Oracle ou d'IBM dans la salle, c'est bon, je peux y aller. En fait, pendant longtemps, Oracle et IBM, c'était eux qui, et SAP évidemment, c'était eux qui innovaient en termes de logiciels. C'est eux qui écrivaient l'histoire du logiciel, qui allaient voir les clients et qui disaient « le futur, c'est ça ». Et en fait, ceux qui écrivent le futur de la technologie, maintenant, ce sont les géants du web. C'est là que se fait l'innovation autour du logiciel, majoritairement, pas que, mais majoritairement. Et ces innovations, après, se diffusent dans le reste de l'activité économique. Et pourquoi je vous ai mis un petit bonhomme jaune, un petit éléphant jaune? Parce que c'est le symbole de Hadoop. Et Hadoop, l'histoire, c'est l'algorithme MapReduce qui a été inventé par Google, qui a été ensuite implémenté par Yahoo dans un système open source et qui est à la base maintenant de beaucoup d'architectures big data qui sont créées. Deuxième thème, plus vite. Et on va aborder des sujets qui sont un peu plus culturels, avec le premier qui est le fail fast. Il y a quelque chose de très fort dans la culture des géants du web qui est, peu importe si on se trompe, l'important c'est d'aller vite. Et ça part d'un principe assez évident, qui est, on a besoin d'innover. Il faut être plus rapide que les autres, donc il faut être capable d'innover. Innover, c'est prendre des risques. Prendre des risques, ça veut dire qu'on risque de se tromper. Sinon, si on ne risque pas de se tromper, c'est qu'on ne prend pas de risque. Et donc, du coup, il faut pouvoir assumer le fait que l'on va se tromper. Il y a un autre élément très fort qui est qu'on est programmé, nous, en tant qu'êtres humains, pour apprendre plus vite de nos échecs que de nos réussites. Et il y a une raison qui s'explique par le darwinisme évolutionniste, enfin l'évolution cognitive, pardon. C'est dans la savane, quand vous vous trompiez, vous étiez bouffé par un lion. Donc les seuls qui ont survécu, c'est ceux qui apprenaient très vite de leurs erreurs. Et en fait, les géants du web ont cette culture de cultivation de l'erreur. Alors, pas jusqu'à l'amateurisme, c'est-à-dire les gens ont le droit de faire des erreurs, mais il faut qu'ils restent professionnels. Mais en tout cas, on ne va pas leur taper sur les doigts à la première erreur qu'ils vont faire. Et ça se traduit par les citations des gens qui sont ou qui ont été à la tête de ces entreprises. Et donc, il y a cette citation que je trouve assez éloquente d'Eric Schmidt, qui a été CEO de Google. Donc, nous essayons des choses et nous célébrons nos échecs. C'est une entreprise où il est tout à fait OK d'essayer quelque chose qui soit très dur et de le rater, à condition d'en tirer des leçons. La traduction est un peu libre. Facebook, il y avait ça qui était écrit dans le manifeste Facebook au moment de l'introduction en bourse. Move fast and break things. Netflix qui dit fail fast, learn fast, get results.
Et puis Marissa Mayer qui dit failure and speed, l'échec et la vitesse sont liés de façon intrinsèque. L'échec est complètement OK à condition que vous appreniez vite. Donc il y a vraiment l'erreur, l'apprentissage par l'erreur au centre de la démarche d'amélioration continue des géants du web. Et ça, je pense que c'est une vraie différence entre la culture des géants du web et la culture des grandes entreprises, où moi, ce que j'entends, c'est « sur ce projet, on n'a pas le droit à l'erreur ». Et quand vous entendez ce type de phrase, vous pouvez être à peu près sûr que les gens vont se tromper, parce que voilà, c'est la nature de notre mode de fonctionnement, mais que tout le monde va faire tout ce qu'il peut pour essayer de dissimuler l'erreur ou de la mettre dans le jardin du copain, quoi. Autre pratique des géants du web, alors ça n'a pas été théorisé par les géants du web, mais par des gens qui ont gravité autour de cette galaxie, c'est ce qu'on appelle le Lean Startup, avec un pan du Lean Startup qui est la notion de Minimum Viable Product. Et la façon dont le Minimum Viable Product a été défini par Eric Ries, qui est globalement pas l'inventeur, mais l'évangéliste qui a popularisé ce mot, c'est le Minimum Viable Product, c'est la version d'un nouveau produit qui permet à une équipe de collecter sur les clients early adopters le maximum d'enseignements validés, et ce, avec un minimum d'efforts. Tout le monde connaît ce concept ou pas qui découvre ce concept? D'accord. Et donc, du coup, l'idée du Minimum Viable Product, ce n'est pas forcément de faire un produit, c'est ça qui est paradoxal, et il n'est pas forcément viable. Et je vais vous donner l'exemple ultime de ce que ça peut donner, ce type de stratégie. Ben, c'est ça, en fait. Kickstarter, c'est une plateforme de financement de projets sur Internet. Et donc, si vous avez une super idée, ce que vous faites, c'est que vous allez sur cette plateforme et vous dites « j'ai une idée géniale, on va faire un casque de réalité virtuelle, il aura à peu près ça comme fonctionnalité, et si vous kiffez, vous pouvez d'ores et déjà le préacheter pour à peu près 250 $. Et si la somme minimale pour créer le projet est atteinte, eh bien le projet est déclenché et les gens donc, qui ont monté cette compagnie sont censés, alors moi j'ai une expérience malheureuse il n'y a pas plus d'un mois, mais bon, sont censés vous livrer ce produit au bout d'un temps qui peut aller de 2 mois à 2 ans. Moi j'aime bien Kickstarter, j'achète plein de gadgets dessus. Et il y en a un que voilà, la boîte a coulé, et puis il y en a un, je l'ai eu 2 ans après, mais bon, c'est cool. Et ce qui est génial avec ce concept, c'est que, alors là, vous avez Oculus Rift, donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Oculus Rift qui a été racheté par Facebook 2 milliards $, quand même, c'est une broutille. Et donc, qui devait donc, il n'y a pas le, oui, c'est ça, il devait atteindre 250 000 $ pour lancer le projet, et ils ont atteint 2 500 000 $. Donc voilà, ils ont déclenché le projet. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment l'illustration extrême de ce que peut être le concept du MVP. C'est vous pitchez une idée, et vous regardez si les gens sont prêts à payer. C'est du vrai argent, hein. Ce n'est pas des gens qui disent « ouais, peut-être je te donnerai 250 $. » C'est du vrai argent. Donc vous savez exactement qui est prêt à payer pour votre produit. Donc vous avez un test d'appétence du marché qui est absolument parfait. Dans le même ordre d'idée, dans le Lean Startup, il y a la notion d'A/B testing. Donc, alors, en fait, c'est un peu vieux, on ne parle plus d'A/B testing, on parle de tests multivariés. On essaye plein de choses en parallèle dans différentes configurations. Le principe de l'A/B testing, c'est de dire on va présenter à un échantillon de la population une version A, on va présenter à un autre échantillon de la population une version B, et on va regarder celle qui fonctionne le mieux. Et du coup, on va faire de l'A/B testing en direct. Obama, on estime qu'Obama a pas mal sécurisé son élection et sa réélection par l'utilisation des technologies, de l'A/B testing notamment, et son utilisation du big data. Donc là, on va faire de l'A/B testing de la première campagne d'Obama en 2008, je crois. Donc, en fait, ce qu'ont fait les gens qui s'occupaient de la communication d'Obama lors de sa campagne sur le site web, ils ont fait plein de tests en faisant varier l'intitulé du bouton et en faisant varier ce qu'ils appellent le média, donc l'image qui servait à illustrer ça. Et donc, ça, c'est la première version. Là, vous avez la deuxième version. Et donc, je vais vous demander... si vous pensez que c'est cette version qui a le mieux fonctionné, vous levez la main. Et si vous pensez que c'est la deuxième version qui a mieux fonctionné, vous levez la main quand je vous le dirai. Donc, qui pense que c'est la première version qui a le mieux fonctionné?
L'abstention n'est pas une option, hein, je tiens à préciser. Oui, bonne remarque. Première version, deuxième version. Allez, la 1. Qui pense que c'est la 1 qui a le mieux fonctionné? OK. Qui pense que c'est la 2? Eh bien voilà, on vient de faire une campagne d'A/B testing en live, parce que c'est effectivement la 2 qui a le mieux fonctionné. La première a eu un taux de transformation de l'ordre de 8%. La deuxième a un taux de transformation de l'ordre de 11%. Ça ne paraît pas grand-chose, mais après, quand on projette ça sur tout le tunnel de transformation jusqu'à l'obtention de fonds de soutien pour la campagne, on estime que ça a permis à l'équipe Obama de récolter 60 millions de fonds supplémentaires par rapport à cette version-là. Ce qui est considérable, hein, quand même. 60 millions, ça valait le coup de tester l'intitulé du bouton, quoi. Donc il y avait 3 variantes sur le bouton, 3 variantes sur le média. Ce qui est amusant, c'est que toutes ces variantes ont été conçues par des gens du marketing. Et après, on a quand même demandé l'avis du marketing avant de le tester en grandeur nature, en disant, mais si vous deviez faire un choix, quelle est l'option que vous privilégieriez? Et en fait, l'option que je ne vous ai pas montrée là, c'est une option où c'est une vidéo qui s'affiche, et c'est l'option qui a été privilégiée par le marketing et qui a eu les moins bons résultats en A/B testing. Et ça illustre quelque chose d'absolument fondamental, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait rien. Le monde bouge tellement vite, les usages bougent tellement vite que les experts sont incapables de faire des prédictions sur... Enfin, si, ils sont capables de faire des prédictions, mais les prédictions qu'ils vont faire sont très susceptibles d'être fausses sur comment les choses vont marcher auprès du grand public. Et donc, on est évidemment dans une démarche où il faut tester les choses plutôt que de supposer des choses a priori. 10 minutes? Nickel. On va parler d'un autre sujet. Alors, même chose, si vous cherchez ce sujet-là chez les gens du web, vous n'en entendrez pas parler parce qu'ils sont tellement habitués à ce type de pratique qu'ils n'utilisent même pas le terme DevOps. DevOps, c'est un truc de consultant qui essaye de prendre des pratiques des gens du web pour les implémenter ailleurs. Et donc, il y a une question qui fait mal, qui est combien de temps prend dans votre organisation le déploiement d'un changement sur juste une ligne de code? Est-ce que vous savez répondre à cette question sur les projets sur lesquels vous travaillez? Qui sait répondre à cette question dans la salle? Qui ne s'est jamais posé la question? Ah, il y a quelques-uns qui sont sincères. Moi, il y a très peu d'endroits où je vois des gens soit qui se sont posés la question, soit qui savent y répondre. Et c'est souvent pas si facile que ça d'y répondre parce que ça prend en compte plein de choses, ça demande un standard assez précis sur quand est-ce qu'on déclenche le chrono, quand est-ce qu'on l'arrête, même si c'est assez autoportant comme définition, quand on rentre dans le détail, c'est pas si net que ça. Et pourtant, c'est là-dessus que nous sommes jugés quand nous faisons du logiciel. La seule chose qui importe à l'utilisateur final, c'est il y a une idée, cette idée se retrouve en production, combien de temps ça prend pour que cette idée se retrouve en production. Donc quand on n'est pas capable de mesurer ça, finalement, on n'est pas capable de mesurer la qualité du service que l'on rend à ses utilisateurs. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors ce qui est amusant, c'est que là aussi, ça illustre parfaitement la divergence de stratégie entre les entreprises traditionnelles et les gens du web. Globalement, la courbe est un peu tautologique, c'est plus vous faites plus vous combinez des changements ensemble, moins vous avez besoin de les livrer souvent, et réciproquement, si vous livrez des changements très souvent, les changements vont être de plus en plus petits. Et donc, les positions étaient aux antipodes sur cette courbe. C'est-à-dire que dans les boîtes traditionnelles, comme mettre en prod, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux, eh ben on s'est dit, on ne va pas le faire trop souvent, on va faire beaucoup de tests pour bien sécuriser cette mise en prod, et on va faire des gros changements. Chez les géants du web, ils ont dit, non, comme c'est quelque chose qui est compliqué, on va le faire le plus souvent possible, et on va l'industrialiser le plus souvent possible. Et ça a plein de bénéfices, parce que quand on fait ce type d'approche, eh bien en fait, le coût du rollback est beaucoup plus faible. C'est-à-dire on maîtrise parfaitement ce qu'on met en prod, on sait ce qu'on a fait, donc quand il y a un bug, on sait très précisément sur quoi il y a eu le bug. Si on met une ligne de code en production, on sait exactement la régression, où on a introduit la régression. D'autre part, quand on est sur des petits volumes comme ça, faire un rollback sur la version d'avant, c'est hyper facile.
La contrainte, c'est qu'il faut complètement automatiser cette mise en déploiement. Donc vous voyez, sur la même analyse qui est faire une mise en prod, c'est douloureux, on a deux stratégies diamétralement opposées qui se sont développées. Et en fait, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes chez un géant du web, alors là vous avez un data center de Google, vous n'avez pas le choix. Il y a tellement de machines que de toute façon, vous êtes obligé d'industrialiser au maximum votre déploiement. Et d'autre part, quand vous avez ce nombre de machines, vous ne pouvez pas avoir de plateforme de pré-production. Ça coûte trop cher. Et c'est des choses qu'on commence à voir dans la banque ou dans l'assurance. Donc vous arrivez à atteindre ce Graal qu'on recherche depuis quelques années, qui est votre plateforme de prod, c'est votre plateforme de test finalement. Et vous n'avez pas tellement d'autres options. Et l'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir qu'une seule branche de code que vous mettez en production systématiquement. Et donc, vous n'avez pas besoin de mettre les meilleures personnes de votre équipe sur le fait de rapprocher des branches de code, qui est quelque chose qui suscite plein d'erreurs et qui n'est pas très intéressant. Alors, on va aborder... ces stratégies d'automatisation, ça permet, par exemple, chez Facebook, d'avoir une productivité des opérateurs de l'ordre d'un opérateur qui gère 2,3 millions d'utilisateurs, ce qui est considérable, et qui permet de faire 2 mises en production par jour. Troisième type de pratique, plus efficace, avec un premier point qui est sur l'obsession de la mesure. Donc chez les gens du web, il y a cette obsession totale de la mesure, et je pense que Google est sans doute l'archétype des entreprises où la mesure est importante. Et donc, vous trouvez affiché sur les murs des choses comme « In God we trust, all others bring data », donc nous croyons en Dieu, les autres doivent apporter des données. Et Werner Vogel, CTO d'Amazon, qui a cette citation que je trouve très belle, « N'importe qui dans l'entreprise doit être capable d'expérimenter, d'apprendre et d'itérer. La position hiérarchique, l'obéissance et la tradition ne doivent pas rentrer en ligne de compte. Pour que l'innovation fleurisse, il faut que la mesure règne. » Et une des raisons fondamentales de cette obsession de la mesure, c'est que si on n'a pas ça comme socle, il y a un phénomène très pervers qui se produit, qui est la pensée de groupe. La pensée de groupe, ça consiste au phénomène où si vous mettez un chef avec 10 subordonnés dans une salle, de façon très insidieuse, les gens auront tendance à s'aligner sur l'opinion du chef. Et donc, il y a un terme pour ça aux États-Unis, c'est l'IPO, la highest paid person opinion. Donc, ce qui l'emporte, c'est l'avis de la personne la mieux payée de la salle. Et en fait, quand vous avez des données, vous avez quelque chose qui permet de contrebalancer ce phénomène-là. Alors, pour vous donner des exemples de ce que Google fait, par exemple, il faudra que vous testiez auprès des gens de Google pour vérifier si c'est vrai. En tout cas, c'est des choses qui sont décrites aux États-Unis. Google a dimensionné sa file d'attente dans les restaurants en contrebalançant deux phénomènes et en utilisant de la donnée. Quand les gens attendent dans la queue du restaurant, c'est une perte de temps, mais en même temps, c'est une occasion de rencontre et c'est l'occasion pour les gens d'échanger sur leurs projets, donc ça crée de la fertilisation croisée sur les projets. Et donc, du coup, voilà, ils ont collecté plein de données, ils ont dimensionné les queues pour que ça colle comme ça. Il y a un autre projet qui s'appelle Oxygène. Oxygène, c'est l'analyse de tout le patrimoine de données RH de Google pour corréler les entretiens de fin d'année, les efficacités des équipes, les évaluations des managers et trouver les 8 comportements managériaux les plus adaptés chez Google. Donc ils ont mis une équipe de statisticiens qui a dépilé tout ce matériel pour arriver à ces conclusions. Et ça donne quelque chose d'assez intéressant parce que finalement, quand on va un peu plus loin, on tombe sur le big data. La culture de la donnée, ça déclenche assez naturellement le big data. Et on a un enjeu qui est que voilà, le monde de demain se construit avec le machine learning et le big data. Les Américains ont pris un temps d'avance et donc on a un enjeu en France à essayer de développer cette culture de la donnée pour essayer de l'exploiter au mieux dans notre quotidien. Alors, je vais vous parler de l'importance du faire. On va faire un petit jeu concours et il y a même un bouquin à gagner à la clé. Donc soyez un petit peu concentrés. Vous allez me dire qui sont les personnes qui passent à l'écran. Au début, c'est facile, donc il n'y a pas de prix pour les premiers. Lui, c'est qui? OK. Bezos.
C'est là qu'il y a un prix. Qui sait qui est ce bonhomme? Bon, je vais vous donner son nom, Doug McMillon. Est-ce que vous avez une idée de qui c'est? C'est le PDG de la plus grosse boîte du monde. Et vous savez, en chiffre d'affaires. Et vous savez quelle est la plus grosse boîte du monde en chiffre d'affaires? Walmart, exactement. C'est le PDG de Walmart. Ce gars-là est un illustre inconnu. Tous les autres, c'est des rockstars de l'entrepreneuriat. Je suis sûr qu'il y en a certains, c'est vos modèles de réussite. Et lui, personne ne sait qui c'est. Vous savez ce qu'il y a de commun avec tous les autres qu'on a vus et celui-là? Enfin, tous les autres qu'on a vus, ils ont quelque chose en commun que celui-là n'a pas. Vous savez quoi? Ils ont? C'est des développeurs, absolument. Tous les autres ont commencé leur carrière par faire du développement. Et c'est quelque chose, en France, ça fait un peu bizarre, mais aux États-Unis, les rockstars du monde de l'entrepreneuriat sont des gens qui ont commencé par du développement. Et ça, c'est une caractéristique très très forte des géants du web, c'est que l'exécution, c'est importante. L'exécution est quelque chose d'important. Et il y a cette citation qui l'illustre bien, une idée, ça ne vaut rien, ce n'est qu'un multiplicateur, c'est l'exécution qui vaut des millions. Et donc les géants du web ont toute une stratégie pour attirer les meilleurs, les fidéliser, et faire en sorte, voilà, les attirer, les sélectionner et les fidéliser. Excusez-moi. Et en fait, je vais finir avec une anecdote qui est celle-ci. Ça, c'est le site healthcare.gov. Donc, c'est le site qui a failli faire en sorte qu'Obama reste dans l'histoire pour des raisons absolument négatives. Donc Obamacare donnait l'obligation à chacun d'avoir la possibilité, c'est un peu compliqué, mais on ne va pas rentrer dans le volet politique. Donc chacun pouvait avoir une assurance, une mutuelle personnelle. Et donc ce site, le gouvernement américain s'est tourné vers des intégrateurs classiques et des fournisseurs classiques de logiciels pour le construire. 300 millions de dollars pour construire ce site. Il l'ouvre en octobre, il n'y a rien qui marche. Mais alors, rien du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que Obama est allé chercher l'équipe d'Obama est allée chercher des ultra spécialistes chez les géants du web pour remettre ce site d'aplomb. Donc ils sont allés les chercher dans différentes boîtes, ils ont créé une équipe, ils ont filé carte blanche à cette équipe pour qu'ils remettent d'équerre le site Obamacare. Et en fait, ils ont réussi. Ils ont réussi, entre octobre et fin novembre, à passer d'un temps de réponse de 8 secondes par page, à 340 millisecondes. Ils ont réussi à passer d'un taux de disponibilité par page de 6% à un taux d'erreur de 6% à un taux d'erreur de 0,5%. Comme il fallait à peu près une dizaine de pages pour faire un use case complet, la probabilité que vous arriviez au bout de votre use case était à peu près nulle. Donc ils sont passés d'un taux d'erreur de 6% à un taux d'erreur de 0,5%. Ils sont passés d'un taux de disponibilité du site de 43% à un taux de disponibilité du site de 95%. Et tout ça en à peu près un mois et demi. Et il y a cette citation que je trouve très très intéressante de la personne qui a l'idée en fait ce projet de sauvetage et qui est une des leçons de l'échec de healthcare.gov. Ça a été cette pratique qui consiste à donner des enjeux techniques de haute volée à des compagnies dont la capacité initiale n'est pas de faire du logiciel, mais d'apprendre à vendre ce type de contrat. Et je pense que ça illustre bien à quel point l'exécution est quelque chose de très très important pour ces acteurs. Et je vais vous laisser avec la formule du succès qui a été définie par certains de ces acteurs. Et le succès business, c'est le talent, plus la culture, plus ECF Extreme Customer Focus, donc un souci du client constant, multiplié par une exécution discipline execution. Et les géants du web travaillent sur tous ces volets-là, et je pense que ça, c'est une des raisons qu'ils sont très en succès. Je vous remercie.